Merci. Merci aux organisateurs pour cette occasion de venir en Roumanie pour la première fois. Alors, donc je vais parler, je pense, pour une quarantaine de minutes, c'est ça, de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire l'histoire, le contexte, les enjeux. Vous avez tous l'expérience qui, avec un ordinateur, une machine à laver, un téléviseur, d'un appareil qui tout d'un coup tombe en panne. Et alors vous allez chez le marchand, et le marchand vous dit, bon, on ne peut pas réparer parce que maintenant c'est électronique. Avant on pouvait réparer, c'était mécanique, maintenant on ne peut plus. D'abord on n'a pas les pièces de rechange. On pourrait faire venir les pièces. Bon, votre appareil, il a quel âge? Il a 3 ans. Bon, si on le répare, ça va vous coûter 150 €. Dans 6 mois, il y aura une autre pièce qui va tomber en panne. Vous aurez encore à payer. Mettez votre appareil à la casse. On a en promotion des appareils neufs qui coûtent 300 €, beaucoup moins cher que les réparations. Ça vient de Chine, c'est fait avec des gens qui sont payés presque rien. Et alors c'est comme ça que tous les mois, on jette des centaines, il y a 500 à 800 bateaux qui partent des États-Unis, plein d'ordinateurs, de téléphones portables, qui contiennent des métaux rares, qui dans quelques années feront défaut, et qui, au lieu d'être recyclés, de rendre service, sont déchargés sauvagement au Ghana, au Nigeria, où ils viennent polluer les nappes phréatiques, et les enfants qui tentent de récupérer les métaux précieux font brûler les carcasses, absorbent de la dioxine, attrapent le cancer, c'est monstrueux. Eh bien, ce phénomène que vous connaissez tous, dont on a tous l'expérience, on ne sait pas forcément comment ça s'appelle, eh bien ça s'appelle l'obsolescence programmée, pleine obsolescence. C'est c'est d'ailleurs un terme impropre, ça devrait s'appeler l'obsolescence incorporée, ou l'obsolescence intégrée, ce sont aussi des termes que l'on rencontre dans la littérature. Et donc ça peut être défini comme le fait d'introduire volontairement dans un instrument, un objet, un appareil, un élément qui techniquement va faire défaillance au bout d'un certain temps, est programmé pour faire défaillance, au sens ça, oui, il est programmé pour une certaine durée, et afin d'obliger le consommateur, le client, à renouveler ses achats, à renouveler ses appareils. Et donc, voilà ce phénomène. Alors, historiquement, il faut voir l'histoire à la fois du mot, qui est assez intéressant, comment est apparu ce mot, curieux, obsolescence. Pour les Roumains, c'est relativement facile, ça vient du latin, obsolere, tomber en désuétude, c'est un mot d'origine latine. Curieusement, ça nous est venu à travers l'Angleterre. Ce sont les Anglais qui ont pris ce mot obsolète plutôt. Et en 1820, par là 1828, on voit bien le contexte, la première révolution industrielle, ça a été ensuite importé, je pense, en France, mais assez longtemps après, et je pense que c'est à travers la France que ça s'est diffusé après dans l'Europe de l'Est. Alors, puisque j'ai vu que c'est en roumain, c'est obsolescența, donc c'est toujours le même mot. Bon. Donc il y a l'histoire du mot et puis l'histoire de la chose. Alors, le mot en tant que tel, obsolescence programmée, très précisément, il est né par hasard. Il est né dans un petit essai que nous avons republié récemment, qui a été fait par un certain Bernard London, qui était, je crois, un juif ukrainien, émigré aux États-Unis et qui avait fait fortune dans le bâtiment, et qui a écrit au milieu de la crise en 1932 un petit essai qui s'appelle Ending the Depression through Planned Obsolescence. Donc c'était la première fois, à ma connaissance, que cette expression pleine d'obsolescence était utilisée. Mais il ne pensait pas du tout avoir utilisé quelque chose de nouveau. Il voulait dire par là que l'on pourrait mettre fin à la dépression en planifiant l'obsolescence.
Et donc il faisait référence à quelque chose qui était antérieur, un phénomène de l'obsolescence. Et donc, l'obsolescence programmée, depuis maintenant on parle d'obsolescence programmée depuis cette époque-là, c'est une troisième forme d'obsolescence. Il y avait donc deux autres formes. La première forme, quand j'ai dit le mot est apparu en 1838 en Angleterre, c'était l'obsolescence technique, que l'on appelle aussi usure morale. Alors on sait que c'est surtout pour les entreprises que les équipements se détruisent avec le temps, hein. Donc ça, et ils doivent être amortis au bout d'un certain temps. Et l'obsolescence technique, ça veut dire que les équipements doivent être renouvelés, non pas parce qu'ils ont fini leur utilisation technique, mais parce que dans l'intervalle, on a inventé de nouveaux équipements plus performants, et donc ils ne sont pas physiquement usés, mais ils sont moralement usés. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait d'obsolescence technique. Alors, l'obsolescence technique, bon, je reviendrai sur l'historique. L'obsolescence, il y a une deuxième forme d'obsolescence, c'est qu'on appelle l'obsolescence psychologique ou esthétique ou symbolique. Alors, c'est le fait d'objets, ça ne touche pas beaucoup les machines, c'est le fait d'objets qui sont mis au rebut, non pas parce qu'ils sont techniquement, il y a eu de nouveaux objets plus performants, etc., non pas parce qu'ils sont usés, mais tout simplement parce qu'on a persuadé les gens que c'était plus à la mode. Donc le phénomène de l'obsolescence symbolique, esthétique, hein, c'est le phénomène de la mode. Bon, alors, en fait, le mot obsolescence programmée, il y a quelqu'un qui était un designer, qui s'appelle Clifford Brooks Stevens, qui prétendait l'avoir inventé dans les années 60, mais c'est pas vrai, il existait déjà depuis 1932, et ce qu'il appelait obsolescence programmée, c'était beaucoup plus, en fait, l'obsolescence de la mode, parce que lui, designer, il faisait des appareils très beaux, qui sont généralement maintenant dans les musées de design industriel. Il faisait des grille-pains, des choses comme ça, et il faisait des nouveaux modèles, et il voulait que les gens achètent les nouveaux modèles et abandonnent les anciens, non pas parce que les anciens fonctionnaient plus, mais parce que les nouveaux étaient plus beaux et qu'ils étaient plus à la mode. Et ça, tout ça, c'est important parce qu'en fait, le phénomène actuel d'obsolescence programmée mélange un peu, on a affaire à un mélange des trois phénomènes techniques, symboliques et programmés. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les iPods ou les iPhones comment ça s'appelle non, de la firme Apple, n'est-ce pas, qui, chaque année, Apple fait une révolution, il y a un nouveau modèle qui sort, iPod 5, iPod 6, 7, etc. Le nouveau modèle, bon, oui, présente des petites différences techniques, il est un peu plus performant, etc. Il est modifié dans la forme, hein, mais c'est surtout un effet de mode, et il y a des gens tellement crédules, tellement intoxiqués, qui sont capables de passer une nuit pour attendre l'ouverture du lendemain pour avoir immédiatement le dernier modèle d'iPhone. Et en plus, dedans, ce nouveau modèle est incompatible avec des périphériques anciens, il faut racheter du matériel, donc on a à la fois un effet de mode, hein, un effet technique, et un effet d'obsolescence programmée, de tricherie, il faut bien appeler ça par son nom, de tricherie. Bon. Donc, voilà. Alors, cette obsolescence technique, donc, qui est apparue, le mot en Angleterre en 1838, le phénomène est vieux comme l'homo faber ou l'homo habilis. Il faut bien voir que si nous trouvons encore, en faisant des fouilles, des quantités fantastiques de haches de pierre, c'est parce que ces haches de pierre ont été abandonnées quand on a inventé la hache de bronze. Alors la hache de bronze a rendu la hache de pierre obsolète,
Hein, et c'est pour ça qu'on en trouve encore des quantités dans le sous-sol. Donc c'est très très vieux. Mais on comprend très bien qu'avec le développement du capitalisme, le progrès technique, l'accélération des innovations et des découvertes, cette usure symbolique, évidemment, s'est accélérée. Elle est devenue beaucoup plus systématique. Bon. L'obsolescence psychologique, symbolique ou esthétique, elle n'est peut-être pas aussi vieille que l'Homo faber, mais elle est au moins aussi vieille que les États néolithiques hiérarchisés où il y a des phénomènes d'ostentation. Les gens veulent en mettre plein la vue à leurs voisins, leurs amis, et donc il y a des modes vestimentaires, des modes aussi dans les coiffures. À Rome, il y a, par exemple, on a des différentes, quand on regarde dans les musées, la façon en particulier dont les femmes sont coiffées, on voit qu'il y a des périodes et des modes. Et si vous visitez Pompéi, on vous montrera que dans les décorations des appartements, il y a le style pompéien, Pompéi II. Évidemment, après, pendant le Moyen-Âge, la Renaissance, on a des styles comme ça différents. En France, c'est très simple, c'est facile, parce qu'on a le style Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et toute une série comme ça, et ça change à chaque fois le mobilier, le bon. Donc, le phénomène de mode, il est très ancien, mais là encore, avec le développement de l'industrialisation et surtout de la production de masse, et la production de masse, elle n'est pas née avec la société de consommation dans l'après-guerre, elle est née avec les manufactures de Manchester qui faisaient des kilomètres et des kilomètres de textiles pour faire des robes. Hein, et donc à ce moment-là, tous les ans, on changeait la mode, en particulier. Les femmes sont assez sensibles à ce phénomène, avec un peu de publicité, et donc on lance chaque année, et les grands couturiers parisiens sont payés pour ça, on lance chaque année une nouvelle mode vestimentaire. Une année, c'est les jupes courtes, l'année suivante, les jupes longues, l'année après, les demi-longues, etc. Et donc, c'est pour inciter les gens à renouveler leur garde-robe tous les ans, alors évidemment, les femmes un peu sages, précautionneuses, ne jettent pas la robe courte ou la robe demi-longue, elles la mettent de côté en se disant, dans 4 ou 5 ans, ça sera de nouveau la mode. Et elles ont raison, elles ont raison. Donc, on a affaire à un phénomène assez ancien. Alors, pour ce qui est de notre obsolescence programmée, j'ai vu, on a dit, Monsieur Bernard London, quand il a utilisé ce mot, il disait simplement que, comme on était en pleine crise, eh bien lui, il disait, il faut planifier ce phénomène d'obsolescence technique et même psychologique, hein, pour accélérer les ventes, pour sortir l'industrie américaine du marasme. Hein. Et donc, il voyait ça de façon très positive, et il avait prévu, c'était planifié effectivement au sens propre, c'est-à-dire que les gens devaient porter leurs équipements à une espèce d'institution qui reprenait, qui leur donnait des bons pour leur permettre de les aider à racheter un nouvel équipement. Et donc, s'ils ne le faisaient pas, à l'inverse, s'ils n'avaient pas des bons, ils avaient une amende. Et donc, comme ça, il avait prévu, pour les maisons, il fallait en changer tous les 10 ans, pour les vêtements, tous les ans, pour les voitures, tous les 5 ans, pour les appareils, tout est prévu dans le détail, comme ça, en fonction des nécessités de l'industrie. Et en fait, ça a été récemment appliqué dans certains pays. Dans mon pays, par exemple en France, on a 2 exemples de ce qu'on a appelé des primes à la casse. Donc, on incite les gens à mettre à la casse leur voiture et on leur donne une prime pour acheter une voiture neuve. Alors on a pris prétexte effectivement que les voitures neuves étaient plus efficientes sur le plan écologique. Depuis le scandale Volkswagen, j'ai des doutes. Donc c'est du bidon, mais ça fait marcher l'industrie, c'est très important, ça crée des emplois, etc. On a fait la même chose pour les chaudières, des chauffages centrales, etc. Bon, donc vous voyez, c'est pas totalement négatif, c'est pas vu toujours en négatif, les industriels voient ça d'un beau côté, mais généralement, ça n'est pas, l'État n'incite pas à mettre en œuvre cette chose, l'obsolescence programmée. Alors, j'arrive le cas, effectivement, sur lequel on a, le seul cas d'ailleurs, en fait, où on a une documentation irréprochable et une démonstration absolue de l'existence d'un complot, c'est-à-dire du fait, parce que pour pouvoir
pouvoir, c'est très bien d'introduire un élément d'efficience technique dans son équipement, mais dans un système concurrentiel, si vous rendez votre machine un instrument, on sait qu'au bout de 6 mois, elle va tomber en panne, ben les gens iront acheter un autre chez le concurrent. Donc, pour pouvoir faire de l'obsolescence programmée, il faut être en situation de monopole ou de quasi-monopole. Pour Apple, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas une grande concurrence. Grâce avec la marque Apple, c'est un quasi-monopole. Et donc, c'est possible. Mais pour le petit producteur qui ferait ça, c'est pas possible. Il serait bon. Donc, le cas le plus flagrant, c'est en 1924, le cartel Phébus. Alors, c'est là-dessus, c'est le point de départ du très beau film de Cosima Danorizzo, The Light Bulb Conspiracy. Alors, qu'est-ce que c'est que The Light Bulb Conspiracy? C'est effectivement la conspiration de l'ampoule. Le jour de Noël 1924, à Genève, sous l'influence de General Electric, les principaux producteurs d'ampoules se sont réunis et ils ont décidé de limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures. Donc on a appelé ça le cartel des 1000 heures. C'était un cartel très précis d'ailleurs, parce qu'auparavant, la durée de vie des ampoules pouvait être de 2000, de 3000 heures. Il y a même une ampoule qu'on voit dans le film, donc une ampoule à filament de carbone, que l'on peut voir sur Internet, qui a été fabriquée en 1896, et qui brûle toujours. Elle est allumée en continu dans la caserne des pompiers de Livermore en Californie depuis plus de 100 ans. Donc on pouvait déjà en 1896 fabriquer des ampoules à durée de vie quasi illimitée. Mais vous pensez bien qu'une ampoule à durée de vie quasi illimitée, ça ne fait pas les affaires des producteurs d'ampoules qui doivent vendre, qui peuvent fournir des millions d'ampoules et qui doivent vendre leur... Donc ils ont trouvé, c'est insupportable. La durée de vie des ampoules ne devra pas dépasser 1000 heures. Alors ils avaient établi des systèmes de contrôle et des systèmes d'amende pour les entreprises du cartel qui ne respecteraient pas la norme des 1000 heures. Il y a eu des procès, il y a eu tout ça, et ça a très très bien marché, ils ont continué malgré les procès. D'ailleurs, généralement, les procès également au niveau européen, pour la petite histoire, Apple a souvent eu des procès parce que ces prises ne sont pas compatibles pour les recharges avec les autres appareils, etc. Elle paie des amendes, mais les amendes sont dérisoires par rapport à ses bénéfices, donc elle préfère payer des amendes plutôt que de changer quoi que ce soit à ses pratiques. Bon, ça c'est pour comment lutter, on verra ça dans la dernière partie, comment lutter sur l'obsolescence programmée. Alors, quel est le contexte? J'ai dit le contexte. Eh bien, le contexte, effectivement, si ça apparaît dans les années 20, les années 30, c'est parce qu'on est dans une époque de production de masse, et par conséquent, les entreprises doivent vendre à tout prix, sinon c'est la crise. Et donc, et on doit utiliser tous les moyens. Alors, l'un des moments forts de l'émergence de ce phénomène, ça a été un conflit historique entre Henry Ford et Alfred Sloan. Et c'est très intéressant parce que ça a mis sur pied, en quelque sorte, aux États-Unis, ce qu'on a appelé longtemps la culture de Détroit. La culture de Détroit, parce que Détroit, c'est la capitale de l'automobile, dans le Michigan. Et donc, Henry Ford, connu pour sa Ford T, dont il a vendu des millions d'exemplaires, Henry Ford avait la culture d'un ingénieur, pas la culture d'un commercial ou d'un designer, la culture d'un ingénieur, et il voulait une voiture robuste, pour le farmer américain, pour l'électeur de Donald Trump, une voiture robuste qui pouvait transporter des tonnes de patates, et increvable. Et effectivement, il a vendu des millions de cette petite boîte de conserve extrêmement robuste. Quand ça partait pas, on donnait un grand coup de pied et ça redémarrait. Bon, c'est formidable. Bon, et ça a marché. Alors, quand Alfred Sloan, qui avait lui une culture de designer, qui était déjà un peu dans le marketing,
Et il est devenu directeur de la direction de Chevrolet dans General Motors. Il s'est dit, je n'arriverai pas à battre Ford sur la qualité technique du produit. Sa bagnole, elle est indépassable dans le contexte de l'époque, je ne ferai pas mieux. Pour pouvoir gagner de l'argent en vendant des voitures, des Chevrolet, il faut que je joue sur le look, sur l'apparence, que je fasse. Alors, il a commencé une politique totalement différente de celle d'Henry Ford. Henry Ford, vous savez sa phrase fameuse, il disait « La Ford T, on peut la choisir de toutes les couleurs qu'on veut, pourvu qu'elle soit noire. » Alors, bon, eh ben, Chevrolet, Sloan, il a décidé de faire des Chevrolet de toutes les couleurs, avec des enjoliveurs dans tous les coins. Ça a été la naissance du mythe de la voiture américaine, très longue, avec des tas de trucs totalement inutiles, des enjoliveurs, comme on dit. Et donc ça a très bien marché. Ça a très bien marché, là encore, avec la clientèle féminine. Et aux États-Unis, c'est très important, parce que les femmes avaient déjà des positions de pouvoir importantes. Elles ont acheté ces trucs. Oh, bah oui, c'est nice, une voiture rouge, une voiture verte, une voiture bleue, etc. C'est beaucoup mieux que ces voitures noires tristes que faisait Ford. Et alors, les ventes de Ford, elles ont baissé, tellement qu'à la fin, Ford, il a mangé son chapeau, comme on dit, et il a été obligé de s'aligner sur la politique de son concurrent, qui, avant des ventes de Chevrolet fantastiques, à tel point que Alfred Sloan est finalement devenu directeur, patron de General Motors, non seulement de Chevrolet, mais de General Motors. Bon. Alors, c'est là qu'est née la culture de Détroit, et en contexte de crise, effectivement, il disait, mais vous avez qu'à, à tous les producteurs, faites comme nous, lancez des nouveaux modèles tous les ans, fabriquez. Alors, ils appelaient ça déjà, certains appelaient ça déjà l'obsolescence programmée. Ça s'est accéléré, évidemment, en même temps, surtout avec la société de consommation, ce qu'on a appelé l'ère du jetable. L'ère du jetable, c'est-à-dire, on fait des produits qui ne sont pas faits pour durer. Alors, il y a le jetable, maintenant tout est jetable à peu près, et lorsque Vance Packard, fameux pour ses études sur la publicité, s'appelle La persuasion clandestine, son fameux ouvrage qui a eu tant de succès sur la publicité, mais il a écrit juste après un autre ouvrage sur l'obsolescence, un des seuls ouvrages jusqu'à récemment sur l'obsolescence programmée, qui s'appelait The Waste Makers, c'est-à-dire les fabricants de déchets, et ça s'est appelé en français, ça s'est traduit l'ère du jetable, je crois ça. Et donc, quand il a écrit ce livre, il s'est renseigné auprès des associations de consommateurs, et la présidente d'une des associations, bon, il a demandé, qu'est-ce qui n'est pas jetable maintenant? Parce qu'aux États-Unis, même on fait des maisons jetables. C'est-à-dire, on fait des maisons, on dit aux gens, tous les 10 ans, on construit une nouvelle, on abandonne, on fait des maisons préfabriquées, des tas de trucs. Donc, on défend on a développé la maison jetable. C'est un concept qui n'a pas réussi à prendre beaucoup en Europe. On a essayé, mais ça n'a pas bien marché. Les gens, quand ils achètent une maison, ils pensent qu'ils vont la transmettre à leurs enfants. Donc, l'idée d'une maison qu'on reconstruit tous les 10 ans, ça va pour les Américains, mais ça ne va pas pour les Européens jusqu'à présent. Ça va peut-être venir. Alors, elle a eu cette réponse, elle a dit, je ne vois juste qu'un instrument, le piano. Bon, maintenant, avec Yamaha, je ne suis pas sûr qu'on ne va pas faire des pianos jetables, parce que je vois des pianos un peu partout maintenant, et ça, c'est très récent. Alors, mais là aussi, pour la petite histoire, le jetable a une histoire assez ancienne, mais ça n'avait pas été une culture généralisée. Les premiers symptômes du jetable, par exemple, c'est les cols de chemise et les manchettes. Alors ça, c'est typiquement américain. Ça rappelle, il faut penser au film de Charlot, Charlie Chaplin. Les Américains, surtout du 19e siècle, les travailleurs, ce sont des hommes, ils doivent venir au travail, c'était une exigence puritaine, avec une chemise impeccable, mais ils sont célibataires, ils sont des émigrants, ils sont célibataires. Alors ils ont une chemise en coton,
qui s'arrête au col, il y a un bouton et on boutonne un col qu'on peut changer. On peut changer le col tous les jours pour avoir un col impeccable. Alors on fait des cols en papier. Ce sont des cols en papier glacés, bien faits, les manchettes pareilles. Si vous vous souvenez, dans un des films de Charlot, il y a un moment, la manchette est mal attachée, il avait copié le sketch qu'il devait faire et la manchette s'en va. C'est très drôle. Bon, eh bien, déjà en 1872, on produisait aux États-Unis 150 millions par an de cols et de manchettes en papier. Déjà, donc il y avait déjà du jetable. Après, la période suivante, ça a été la guerre 14. C'est assez amusant parce que souvent dans l'histoire, on rencontre comme ça la conjonction d'ingéniosité et de hasard. Les Américains avaient constitué, ils pensaient que la guerre allait durer très longtemps. En fait, dès qu'ils sont arrivés en Europe, ça s'est arrêté presque aussitôt. Ils avaient constitué des stocks énormes de cellulose pour faire les pansements, pour les blessés, etc. Après la guerre, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va faire des serviettes hygiéniques. Donc, auparavant, les femmes avaient des serviettes hygiéniques, elles lavaient, etc. Là, on a commencé la serviette hygiénique jetable, le Tampax, le Kleenex, etc. C'est né avec la guerre 14. Mais c'était encore limité. C'est seulement, vraiment, parce il faut pas seulement techniquement avoir... On avait inventé aussi déjà une première expérience dans le début du XXe siècle de montres jetables. C'était des montres comme la mienne, des montres Gousset, à $1 ou je ne sais pas quoi, donc qui étaient très bon marché et qu'on ne réparait pas et qu'on jetait. Mais ensuite, on a mis les montres bracelets, donc il a fallu, c'est maintenant qu'on fait des montres jetables de nouveau. Bon. Donc il faut une transformation des mentalités. Alors cette transformation, maintenant, elle est faite. C'est parce qu'il faut bien voir que les États-Unis héritent d'une culture puritaine, et la culture puritaine n'est pas une culture du jetable, c'est une culture pensée aux Amish, n'est-ce pas, qui faisaient ces magnifiques couvertures en recyclant des morceaux qui ne sont pas piécés, que c'est de toute beauté, ça devient un art, mais du coup ça ne fait pas travailler l'industrie. Donc ils avaient une culture de l'épargne, et il fallait les transformer en gaspilleurs, bon, il a fallu du temps, mais avec la publicité, on y est arrivé. Et c'est venu par la voiture, à travers cette bataille Chevrolet-Ford, et puis ça s'est répandu à peu près à tout, et puis ensuite ça a débarqué en Europe, et comme ça devenait très chouette de faire comme les Américains, une période après la guerre, tout le monde imitait les Américains, donc on a fait pareil, et on a commencé à jeter. J'ai vu ça dans ma propre famille, ça s'est fait comme ça. Bon, et maintenant, on jette tout, et on jette même avant d'avoir consommé, parce qu'on pourrait se dire, bon, on ne peut pas introduire l'obsolescence programmée dans le domaine alimentaire. Eh bien si, on y arrive maintenant, avec la nourriture industrielle et les supermarchés, grâce à la date de péremption. Donc maintenant qu'on n'achète plus directement aux producteurs en confiance des produits dont on sait qu'ils sont bons, alors il faut, pour protéger le consommateur, on décide que le produit ne devient plus consommable à partir de telle date, ce qui est très arbitraire évidemment, parce que ça dépend si le produit est en frigidaire, s'il est au soleil, s'il est, etc. Bon, enfin ça ne fait rien, il y a ce qu'on appelle la date de péremption, c'est la mort technique du produit, et donc 40% à peu près de tous les produits alimentaires qui sont dans les supermarchés vont directement à la poubelle, soit par les supermarchés eux-mêmes. On voit ça dans un très beau film de l'Autrichien qui s'appelle We Feed the World. Nous nourrissons le monde, et on voit les tonnes de pain parfaitement consommables à Vienne qui sont jetés, qui sont comme ça gaspillés. Donc la moitié des produits vont à la poubelle, enfin la moitié de 20% des produits vont à la poubelle par les chaînes de supermarchés, et 20% chez les consommateurs qui ont rempli leur frigidaire et qui ont oublié le yogourt dans le freezer et que la date est dépassée et ils le jettent. Bon, alors voilà, c'est comme ça on vit dans une société non pas d'abondance, comme je disais hier, mais une société de gâchis. Alors les enjeux. Les enjeux, ils sont à la fois économiques, écologiques et je dirais socio-anthropologiques.
Alors, économique, effectivement, parce que on voit bien que, je dirais que la tricherie est dans les gènes, dans l'essence même du système marchand. Et donc, avant, pour bien comprendre ce mécanisme, il y avait, depuis beaucoup plus longtemps, une pratique dont on parlait beaucoup au XIXe siècle, on en parle moins maintenant, mais elle existe toujours. On appelait ça l'adultération des produits. Alors l'adultération des produits, c'est le fait de tromper les gens sur le contenu de la marchandise. Alors là aussi, c'est très vieux. On a un exemple fantastique d'adultération des produits à travers le principe d'Archimède. Hieron II, tyran de Syracuse, avait commandé à son orfèvre une couronne en or. L'orfèvre livre la couronne. Le tyran n'était pas complètement idiot. Il soupçonne l'orfèvre d'avoir triché et d'avoir mélangé de l'argent à l'or et s'être mis dans sa poche une partie de l'or que le roi lui avait donné pour faire la couronne. Mais comment le prouver? Alors il s'adresse à son expert, Archimède, il dit « Archimède, est-ce que vous ne pouvez pas trouver la solution du problème ?» Et c'est là qu'Archimède, après réfléchir un jour qu'il était dans son bain, et il a eu cette parole, Eureka, il a trouvé le principe d'Archimède, l'a poussé, il a mis la couronne, ensuite il a fait la pesée des densités, et il a pu démontrer au roi que l'orfèvre avait triché. L'orfèvre était indélicat, l'orfèvre avait fait comme Volkswagen, il avait introduit un logiciel pour tromper les contrôles sur les émissions de pollution. Donc l'adultération, c'est très ancien, mais ça s'est accéléré avec le capitalisme et la nécessité de vendre à tout prix et de vendre le moins cher possible. C'est une des solutions pour un capitaliste pour accroître ses profits. Il n'y a pas 36 solutions. Une fois qu'il a pressuré au maximum les travailleurs, il faut qu'ils vendent le plus possible, et donc l'obsolescence programmée accélère les ventes, ou qu'ils diminuent ses coûts, ses autres coûts, et là, l'une des façons de diminuer les coûts, c'est de tromper les gens sur le produit, et c'est par exemple de faire de la lasagne avec de la viande de cheval roumain, parce que les Roumains ont abattu beaucoup de chevaux, et la viande de cheval était beaucoup moins chère que la viande de bœuf à un certain moment sur le marché, et on fait des lasagnes avec la viande de cheval roumain qu'on fait passer pour de la viande de bœuf, du charolais, de n'importe quoi. Bon, donc on a beaucoup d'exemples comme ça, des exemples dramatiques, comme le vin au méthanol en 1986 en Italie, qui a tué 26 personnes. Bon. Et donc on a en France, à l'heure actuelle, le scandale des prothèses mammaires PIP, qui, donc des milliers de femmes dans le monde ont des problèmes de cancer, etc., engendrés par ces prothèses, où le producteur, au lieu de mettre comment ça s'appelle, ce produit du silicone médical, a mis du silicone industriel beaucoup moins cher, mais avec des effets qui se sont dénoncés. Donc, alors, l'adultération des produits qui s'est développée beaucoup au XIXe siècle, et on trouve beaucoup de textes. Par exemple, il y a un très beau texte de William Morris, socialiste utopique des années 1860 en Angleterre, qui s'appelle « L'ère de l'ersatz », où il dénonce justement le fait que dans les vêtements, par exemple, les producteurs émettent beaucoup d'amidon et beaucoup moins de fibres de coton. Alors ça a deux effets, ça coûte moins cher et puis ça durera moins longtemps. Donc on a déjà le fait de renouveler la consommation. En même temps, il y a un double effet, un effet obsolescence programmée et un effet diminution des coûts. Et donc, voilà, l'enjeu économique, on voit qu'il est très important et que les lobbies, en quelque sorte, font tout pour que l'adultération soit reconnue légalement, pour qu'ils aient la permission de tricher, que la triche devienne légale. À ce moment-là, c'est plus de la triche. C'est tout le débat à l'heure actuelle avec Monsanto, qui prétend, qui a réussi à convaincre les experts de Bruxelles que le glyphosate n'était pas un produit toxique, alors que dans sa correspondance interne, il dit, bon, c'est un produit toxique, comment est-ce qu'on va faire pour le camoufler? C'est typiquement la triche.
Bon, ça c'est l'enjeu. On voit que l'enjeu économique est très important, et c'est pourquoi, quand on veut limiter l'obsolescence programmée, on se heurte à des lobbies extrêmement puissants au niveau national et au niveau international. L'enjeu écologique, évidemment, c'est que c'est très joli de nous obliger à renouveler nos ordinateurs tous les 3 ans, mais c'est un gaspillage fabuleux de ressources naturelles souvent non renouvelables, dont nous allons manquer dans quelques années, très prochainement, pour certaines dont nous manquons déjà, puisqu'ils sont obligés de se massacrer dans l'est du Congo pour se procurer le coltan, qui rentre dans les téléphones portables, et qui est jusqu'à présent un élément indispensable pour fabriquer ces téléphones portables. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Il est quadruple. Gaspillage des ressources, gaspillage d'énergie, parce que chaque fois qu'on fabrique un nouvel ordinateur, alors qu'on pourrait prolonger la vie du précédent, il faut de nouveau dépenser énormément d'énergie pour le fabriquer. Invasion des déchets, parce qu'après ça, il y a des déchets dont on ne sait pas. Comme on fait des appareils très sophistiqués, on ne peut plus les décomposer, et donc on ne peut pas recycler ou très difficilement. On ne sait plus que faire des déchets. Il y a une véritable invasion. Et avec comme conséquence, et la 4e enjeu, la pollution de l'eau, de l'air et de la terre. Le 3e enjeu, il est socio-anthropologique. C'est qu'à force de cette culture du jetable, on finit par non seulement trouver que les appareils sont jetables, mais les hommes aussi. On parle maintenant de managers jetables. Il y a une véritable dévalorisation, non seulement du monde, de la nature, qu'on ne respecte plus, qu'on a tellement dévalorisé, mais de l'homme lui-même, et on aboutit à l'homme obsolète. C'est un très beau texte, un philosophe qu'on le redécouvre à l'heure actuelle, qui était le premier mari de... et puis la vieillesse est un naufrage, comme vous savez, on commence par perdre la mémoire, donc il n'y a plus la mémoire des noms. Donc Günther Anders, qui était le premier mari de Hannah Arendt, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », montre que l'homme devient lui-même obsolète. Voilà. Alors, pour conclure, comment lutter? Eh bien, effectivement, on peut toujours prendre des lois, prendre des mesures, mais comme je l'ai dit, c'était dans l'essence même du système. Alors, il y a effectivement des mesures techniquement qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement efficaces. L'éco-conception des produits, par exemple, le fait de concevoir, d'imposer que les produits soient conçus pour être réparables, pour être décomposables, pour être recyclables, et c'est techniquement tout à fait possible, et certaines entreprises le font, ou bien imposer ou développer l'économie fonctionnelle, c'est-à-dire remplacer la vente des produits par la location, ce qu'a fait à un certain moment Rand Xerox pour les grands photocopieurs. Donc à ce moment-là, ça change la logique, parce que le producteur ne fait plus son bénéfice sur la vente, mais simplement sur la location, et cela étant, il a intérêt à ce que le produit qu'il loue ait la plus longue durée possible, qu'on ne le jette pas, et s'il y a des transformations, que ça soit conçu sous forme de module. C'est très simple, prenez un ordinateur. Entre un ordinateur de la génération T et celui de la génération T+1, le changement porte sur moins de 10% de l'ordinateur. Alors ce changement, si vous aviez votre ordinateur conçu par module comme un jeu de construction, il suffirait de changer un module et d'en mettre un autre, ou d'en ajouter un autre pour doper votre ordinateur, pour le mettre up-to-date, et vous n'auriez pas besoin de jeter l'ordinateur entier, mais seulement... Bon. Alors c'est des choses tout à fait possibles, l'économie fonctionnelle, on peut développer l'idée aussi de l'économie circulaire, etc. Mais tout ça, ça ne se fait pas spontanément. Parce que, malheureusement, la main visible, la fameuse main invisible d'Adam Smith, qui fait que chacun cherchant son intérêt, on aboutit au bien commun, n'est-ce pas? Vous savez, ce n'est pas de la bienveillance de mon boucher, de mon brasseur et de mon boulanger que je dois de faire un bon repas, c'est en m'adressant à leur intérêt, parce que c'est leur intérêt de me fournir une bonne bière, un bon pain et un bon beefsteak. Bon. Ça marche à peu près avec le boucher, le brasseur.
Hein, ça marche beaucoup moins avec l'ordinateur, et en tout cas, ça ne marche pas avec la nature. La main invisible n'est pas verte. La main invisible n'est pas verte. Et par conséquent, nous savons maintenant que nous avons un problème avec la planète finie. Et donc, ça ne marche pas tout seul. Il faut effectivement des incitations et des réglementations. Et probablement, il faut changer carrément le logiciel du système. Mais changer le logiciel d'un système de civilisation, c'est ce qu'on appelle une révolution. Alors c'est une révolution mentale, une révolution de l'imaginaire, des mentalités. On est entré dans la culture du jetable, et on n'y est pas entré du jour au lendemain. Il a fallu une longue propagande. Il faut en sortir, et il faut en sortir. On n'en sortira pas non plus du jour au lendemain. Nous sommes là d'ailleurs pour pas contribuer à cette transition. Hein. Il faut que cette transition soit le plus rapide possible. C'est une nécessité pour la survie de la planète. Et là, je m'arrête là.